Mon mari a menacé de divorcer parce que je ne voulais pas laisser son meilleur ami s'installer dans mon bureau. Les dîners du dimanche étaient autrefois la seule partie de ma semaine que je sentais entièrement mienne. Je m'appelle Kala, et à l'époque, je terminais la lessive que j'avais fait semblant de ne pas voir, je mettais quelque chose de simple au four, je me versais un verre de vin, et je m'asseyais à la petite table près de la fenêtre avec mon mari. Parfois, ma meilleure amie venait, mais la plupart des dimanches, c'était juste nous, parlant du travail, du loyer, de qui devait appeler le service d'entretien pour le robinet qui goûtait de toutes les choses ordinaires de la vie conjugale que je trouvais réconfortantes. Puis le meilleur ami de mon mari a commencé à venir. Au début, ce n'était vraiment pas un problème. Il se connaissait depuis l'adolescence, et je le connaissais presque depuis aussi longtemps que je connaissais mon mari. C'était le gars qui nous avait aidé à monter un canapé sur 3 étages lorsque nous avions emménagé. Il avait été à notre mariage. Il avait passé les vacances avec ma famille lorsque ses propres projets étaient tombés à l'eau. Je ne le voyais pas comme un étranger envahissant ma maison. Je le voyais comme faisant partie du lot. C'est probablement pour ça que j'ai laissé passer tant de choses. Un week-end est devenu la plupart des week-ends. Une visite le samedi après-midi se transformait en lui restant pour le dîner, s'endormant sur notre canapé, se réveillant le dimanche matin et demandant ce que nous faisions pour le petit déjeuner comme s'il vivait là. Puis il a commencé à arriver sans envoyer de message. Il frappait une fois et essayait la poignée parce que mon mari lui avait apparemment dit que c'était bon. Il a laissé un chargeur de téléphone à côté de notre canapé, un sweatshirt sur le dossier d'une chaise, une paire de baskets près de la porte, et une tasse de voyage profondément irritante dans notre évier qui devenait en quelque sorte ma responsabilité chaque fois que je nettoyais la cuisine. Mon mari trouvait tout cela amusant. Il a dit une fois, pendant que son ami cherchait des chips dans nos placards, « Regarde-le faire son nid ». J'ai ri parce que c'était plus facile que de dire, « En fait, je déteste ça ». C'était mon erreur. Et je ne vais pas me réécrire comme une femme intrépide qui fixe des limites et qui a été ignorée dès le premier jour. Ce n'était pas le cas. Je faisais des grimaces derrière les portes des placards. Je nettoyais plus bruyamment que nécessaire. Je donnais des réponses d'un seul mot. Je me plaignais à mon ami par message tout en disant à mon mari que tout allait bien. Très mature, extrêmement efficace. Le plus gros problème était que je travaillais à domicile pour une société de services financiers. Et la deuxième chambre était mon bureau. Ce n'était pas un joli petit bureau dans une chambre d'amis que j'utilisais 2 fois par semaine. J'y passais toute ma journée de travail. Je traitais des rapports, des dossiers clients, des réunions vidéo et des feuilles de calcul qui pouvaient gâcher ma semaine si je déplaçais une décimale. J'avais besoin de calme. L'ami de mon mari avait un rire qu'on pouvait probablement entendre depuis le parking. Un vendredi, il est venu vers midi alors que j'étais en réunion avec mon superviseur. Lui et mon mari ont commencé à regarder quelque chose dans le salon et toutes les quelques minutes, il y avait des cris, des applaudissements ou le son de deux se disputant avec un écran. J'ai coupé mon micro 3 fois. À un moment donné, mon superviseur a fait une pause et a demandé si tout allait bien là-bas. Je voulais disparaître sous mon bureau. Quand je suis sorti après, j'ai dit, « Pourriez-vous faire moins de bruit quand je travaille ?» Mon mari a eu l'air surpris, comme si j'étais entré dans la maison de quelqu'un d'autre et que j'avais fait une demande étrange. Il a dit que je pourrais travailler depuis la cuisine quand il est là. J'ai ri parce que je pensais qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. La cuisine est à 15 pieds de la télévision. Puis j'ai fermé la porte. Mon bureau a une porte. Son ami est devenu silencieux et a fixé son téléphone. Mon mari a levé les yeux au ciel et a dit que je rendais les choses gênantes. D'une manière ou d'une autre, j'ai fini par m'excuser pour mon ton. J'y pense encore parfois parce que mon ton était apparemment devenu l'urgence, pas le fait que 2 hommes adultes criaient devant mon bureau au milieu d'une journée de travail. Après cela, l'ami a essayé d'être plus silencieux pendant peut-être un week-end. Puis tout est revenu à la normale. Mes dîners du dimanche ont disparu parce que mon mari voulait toujours l'inclure. Si j'invitais ma propre amie, j'avais l'impression de devoir la prévenir qu'il serait probablement là aussi. Une fois, elle m'a demandé tranquillement s'il avait emménagé, et j'ai dit, pas officiellement. Cette blague a terriblement mal vieilli. Au moment où la vraie conversation a eu lieu, mon mari et moi étions mariés depuis 4 ans et ensemble depuis 10. Nous vivions dans un appartement de 2 chambres en location que nous pouvions nous permettre tant que nous continuions tous les deux à travailler et qu'aucune de nos voitures ne décidait de devenir une urgence financière.
Nous n'étions pas riches, mais nous étions stables, ou je pensais que nous étions stables. C'était un dimanche soir, juste après le dîner. Son ami était parti environ 1 heure plus tôt, ce qui était assez inhabituel pour que je me souvienne d'avoir apprécié le silence. Je venais de mettre la dernière assiette dans le lave-vaisselle quand mon mari a dit « Nous devons parler de quelque chose ». Ces mots n'ont jamais amélioré la soirée de personne. Il était assis à la table, les 2 mains autour d'un verre d'eau. Il avait cette expression prudente sur son visage, celle qu'il utilisait quand il voulait présenter quelque chose comme raisonnable avant même que je l'ai entendu. Le bail de son ami se terminait dans environ 6 semaines. Le loyer augmentait et il ne voulait pas renouveler. Selon mon mari, la solution évidente était qu'il emménage avec nous temporairement. Je l'ai regardé fixement et j'ai attendu le reste du plan. Il n'y avait pas de reste du plan. Où dormirait-il? Ai-je demandé. Dans le bureau. J'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu. Mon bureau. C'est la 2e chambre. Oui. Et c'est mon bureau. Nous pourrions déplacer ton bureau. Où? Dans la cuisine, peut-être. Ou une partie du salon. La même cuisine qu'il m'avait déjà suggéré d'utiliser pendant que son ami regardait la télévision. J'ai croisé les bras et j'ai demandé ce que signifiait temporairement. Il a dit qu'il n'avait pas décidé. J'ai demandé combien son ami contribuerait. Il a dit qu'il s'arrangerait. J'ai demandé si le gestionnaire immobilier autorisait même un autre adulte à emménager. Il a dit que cela pourrait être géré plus tard. Chaque réponse était essentiellement un haussement d'épaule déguisé en phrase. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, non pas parce que j'y songeais secrètement, mais parce que j'essayais de ne pas crier. Ma maison avait déjà commencé à ressembler à un clubhouse que j'étais autorisé à nettoyer. Et maintenant, il me proposait de renoncer à la pièce qui payait la moitié de nos factures. Le visage de mon mari a changé. Ce n'était pas spectaculaire. Il n'a rien claqué ni élevé la voix. Il est juste devenu plat. Il a dit, je pensais que tu comprendrais. Comprendre quoi? Tu n'as rien expliqué. Il a besoin d'aide et j'ai besoin d'un endroit pour travailler. C'est mon meilleur ami. Je suis ta femme. À la seconde où je l'ai dit, j'ai détesté à quel point ça sonnait enfantin. Comme si je lui demandais de choisir qui aurait le siège avant, mais c'était comme ça qu'il l'avait présenté, pas moi. Il s'est levé et a dit qu'il ne voulait pas se disputer. Puis il est allé dans notre chambre et a fermé la porte. Je suis resté à table, assez en colère pour trembler et embarrassé d'être en colère. C'était une habitude chez moi. Je pouvais ressentir quelque chose de complètement raisonnable et le mettre immédiatement en procès. Étais-je égoïste? Étais-je froide? Étais-je territorial? Beaucoup de gens aidaient leurs amis quand le loyer devenait trop cher. Peut-être que je pourrais travailler depuis la chambre. Peut-être que nous pourrions établir des règles. Peut-être que je transformais un inconvénient temporaire en un problème de mariage. Puis j'ai regardé à nouveau la tasse de voyage que son ami avait laissée sur mon égouttoir. Et j'ai eu la pensée très mature que je voulais la jeter par la fenêtre. Environ 45 minutes plus tard, mon mari est revenu. Il était calme. C'est la partie qui m'a le plus dérangé. S'il était sorti en trombe et était revenu en criant, j'aurais peut-être cru ce qu'il a prétendu plus tard, à savoir qu'il avait parlé sous le coup de l'émotion. Mais il s'est assis en face de moi, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Si tu ne le laisses pas emménager, alors je veux le divorce. » Pas de crescendo, pas de voix tremblante, pas de je ne sais pas quoi faire d'autre. Juste une petite phrase propre lâchée au milieu de notre vie. Je n'ai pas répondu. Il a attendu, s'attendant peut-être à ce que je panique et que j'accepte immédiatement. Comme je continuais à le fixer, il a dit, « Je suis sérieux. » J'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai conduit pendant environ 1 heure sans aller nulle part en particulier. Je suis passé 2 fois devant la même épicerie. J'ai pleuré à un feu rouge, je me suis mis en colère contre moi-même pour avoir pleuré, puis j'ai pleuré plus fort parce qu'apparemment c'était utile. J'entendais sa voix dans ma tête. Si tu ne le laisses pas emménager, alors je veux le divorce. 10 ans ensemble réduits à la question de savoir si son ami pouvait prendre mon bureau. Une partie de moi voulait rentrer à la maison et voir s'il bluffait. Une autre partie voulait accepter juste pour faire disparaître la menace. C'est humiliant à admettre, mais c'est vrai.
Quand quelqu'un que vous aimez met soudainement toute la relation en jeu, votre premier instinct n'est pas toujours la dignité. Parfois, c'est la négociation. Parfois, c'est d'accord, prends la chambre, prends le placard, prends tout ce que tu veux, arrête juste de me faire sentir jetable. Je ne l'ai pas fait, mais pas parce que j'étais forte. J'étais trop choqué pour prendre une décision. Quand je suis rentré à la maison, il était au lit, tourné vers le mur. Je me suis changé dans la salle de bain et j'ai dormi sur le canapé. Le lendemain matin, il a agi comme si nous avions simplement eu un désaccord. Il a fait du café. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose du magasin. Il m'a embrassé sur le côté de la tête avant de partir au travail, et je suis resté assise là, tenant ma tasse comme une idiote. Pendant les 2 jours suivants, aucun de nous n'a mentionné l'ultimatum. Je l'ai observé de plus près à la place. Il partait tous les matins à la même heure, habillé pour le travail, portant sa sacoche d'ordinateur portable. Il rentrait vers l'heure habituelle et se plaignait de la circulation ou d'une réunion ou de quelqu'un de son département. Rien ne semblait différent, mais cela rendait la menace encore plus étrange. Mon mari n'avait jamais été décidé sur quoi que ce soit. Il a passé 3 semaines à comparer les aspirateurs avant d'en acheter un. Il ne pouvait pas choisir un restaurant sans lire la moitié du menu en ligne. Pourtant, en moins d'1 heure, il avait décidé qu'il était prêt à mettre fin à notre mariage pour un problème de logement de 6 semaines. Cela ne semblait pas impulsif. Cela semblait préparé. Et une fois que cette pensée m'est venue à l'esprit, je n'ai pas pu m'en défaire. C'est le compte bancaire qui m'a finalement donné quelque chose de concret à soupçonner. Nous avions un compte chèque joint pour le loyer, les services publics, les courses et les dépenses ennuyeuses que personne ne met dans les publications d'anniversaire. Nos chèques de paye étaient versés, et nous gardions chacun un petit compte séparé pour les dépenses personnelles. Je vérifiais habituellement le solde, m'assurais que les paiements automatiques étaient passés, et je passais à autre chose. Je ne vérifiais pas chaque dépôt parce que je faisais confiance à mon mari. 3 jours après l'ultimatum, j'ai ouvert le compte pour estimer ce que l'ajout d'un autre adulte ferait réellement à nos dépenses mensuelles. Je m'attendais à voir son chèque de paie en haut de la liste des transactions. Il n'y était pas. J'ai fait défiler vers le bas. Rien la semaine précédente non plus. Puis je suis remonté d'une autre semaine. Son dernier dépôt datait de près d'1 mois. Mon estomac s'est noué horriblement. J'ai vérifié les dates 2 fois, puis j'ai ouvert une feuille de calcul parce qu'apparemment ma réponse à la panique conjugale est le travail administratif. Il y avait assez d'argent sur le compte parce que mon salaire était arrivé et que nous avions un coussin de sécurité. Le loyer avait été payé. La facture d'électricité était passée. Rien n'avait été rejeté, ce qui expliquait pourquoi je n'avais rien remarqué. Quand il est rentré à la maison, j'ai essayé de paraître décontracté. La paix a changé quelque chose? Il a fait une pause en enlevant ses chaussures. Juste 1 seconde, mais je l'ai vu. Que veux-tu dire? Ton chèque de paie n'est pas arrivé sur le compte joint depuis 3 semaines. Il s'est détourné de moi et a commencé à regarder le courrier. Il y a un problème avec la paie. Ils sont en train de le régler. Quel genre de problème? Je ne sais pas, un truc administratif. Depuis 3 semaines. Il a soupiré comme si j'étais épuisante. J'ai dit qu'il le réglait. Puis il a demandé ce que nous mangions pour le dîner. C'était tout. Aucune irritation concernant l'argent manquant. Aucune plainte concernant son employeur. Aucune tentative de me montrer un email ou d'expliquer quand cela serait corrigé. Mon mari a un jour appelé un service de livraison 4 fois pour une portion de frites manquante. Il n'était pas une personne patiente quand il sentait que quelqu'un lui devait quelque chose, mais 3 chèques de paie manquants? Soudain, il était paisible. Je ne l'ai pas poussé ce soir-là. Encore une fois, non pas parce que j'avais une stratégie intelligente. J'avais peur de ce que je pourrais trouver. Il était plus facile de le laisser faire des pattes et de parler d'un faux problème au travail que de poser la question qui hurlait déjà dans ma tête. Avait-il perdu son emploi? Le lendemain matin, il est parti à la même heure que d'habitude. Je l'ai regardé par la fenêtre traverser le parking et monter dans sa voiture. Il avait même la sacoche d'ordinateur portable. Je me sentais ridicule d'espionner mon propre mari, mais toute la performance semblait trop complète maintenant. Les vêtements, le sac, le café dans la tasse de voyage, le rapide baiser d'adieu.
C'était comme s'il avait mémorisé la forme d'une journée de travail normale et continuait de la jouer. J'ai passé cette journée à essayer de travailler et à échouer. Chaque fois qu'un message apparaissait sur mon écran, je pensais que c'était peut-être lui qui avouait. Chaque fois que j'entendais une voiture dehors, je regardais à travers les stores. À midi, le plan de déménagement avait un sens horrible. Son ami n'était pas seulement quelqu'un qui avait besoin d'aide. Son ami avait un revenu. S'il emménageait et payait une partie du loyer, mon mari pourrait cacher un salaire manquant plus longtemps. Il pourrait présenter l'argent comme une faveur entre amis pendant que j'absorbais la perte de mon bureau et probablement plus de la moitié des dépenses du ménage. Je détestais la vitesse à laquelle mon cerveau a connecté les pièces, parce qu'une fois qu'il l'a fait, j'ai commencé à revoir chaque conversation récente comme une preuve. L'inquiétude soudaine concernant le bail de son ami, le refus de me donner un calendrier, les réponses vagues sur l'argent, la menace de divorce. Il n'avait pas essayé d'aider son ami. Il avait essayé de résoudre quelque chose. Je ne savais toujours pas quoi. Au début de la semaine suivante, la gestionnaire immobilière m'a appelé alors que je révisais un rapport trimestriel. J'ai failli l'ignorer parce que je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai répondu à la dernière sonnerie. Elle s'est présentée et a dit qu'ils avaient reçu une demande pour ajouter un autre occupant adulte à notre bail. Ils avaient les informations initiales de mon mari, mais ils avaient encore besoin de mon autorisation et de quelques documents. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Désolé, ai-je dit. Qui est ajouté? Elle m'a donné le prénom de l'ami. Je me suis levé si rapidement que ma chaise a roulé en arrière contre le mur. Je n'ai pas autorisé cela. Il y a eu une pause de son côté. Sa voix est devenue prudente. Elle a dit qu'aucun changement ne pouvait être effectué sans la signature des deux locataires et c'est pourquoi elle appelait. Veuillez noter que je ne consens pas. J'ai dit ni verbalement, ni par écrit, ni d'aucune manière. N'ajoutez personne. Elle m'a assuré qu'il ne le ferait pas. J'ai demandé quand la demande avait été soumise. 2 jours avant que mon mari ne me le demande. Ce détail a frappé plus fort que la demande elle-même. Au moment où il m'a assise à la table de la cuisine et a présenté le déménagement comme une idée, il avait déjà commencé les démarches administratives. Mon temps pour y réfléchir avait été faux. La discussion avait été fausse. Il ne demandait pas. Il attendait que je coopère avec quelque chose qu'il avait déjà promis. J'ai terminé l'appel et j'ai passé 10 minutes entières à faire les 100 pas entre mon bureau et le couloir. Je voulais l'appeler immédiatement, mais je savais que je dirais quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Alors, j'ai tapé un message, je l'ai supprimé, j'en ai tapé un autre, je l'ai supprimé aussi. Puis finalement, la gestionnaire immobilière vient de m'appeler. Rentre à la maison après le travail. Nous devons parler. Il a répondu presque instantanément. À propos de quoi? Cela m'a tellement mise en colère. J'ai ri à voix haute. Tu sais de quoi? Il n'a pas répondu. Il est rentré environ 1 heure plus tard que d'habitude. J'étais assise à la table avec mon ordinateur portable ouvert, le compte bancaire à l'écran, et un bloc-notes à côté. Oui. Cela ressemblait à un interrogatoire. Non, je ne regrette pas cette partie. Il a tout vu et s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. La gestionnaire immobilière a appelé. J'ai dit qu'il a posé ses clés très lentement. Je prenais juste des informations. Tu as soumis une demande pour l'ajouter à notre bail. Ce n'était pas final. Tu l'as fait avant même de m'en parler. Je savais qu'il y aurait de la paperasse. J'essayais de prendre de l'avance. De prendre de l'avance sur ma réponse. Il s'est frotté les 2 mains sur le visage. Pourquoi transformes-tu cela en quelque chose de plus grand que ce n'est? Cette phrase a failli briser quelque chose en moi. Tu as menacé de divorcer quand je n'ai pas immédiatement accepté. Tu as commencé à changer notre bail sans moi. Tes chèques de paie ont disparu et tu m'as donné une explication qui n'a aucun sens. Dis-moi ce que c'est vraiment. Ses yeux se sont dirigés vers l'écran de l'ordinateur portable. Puis il s'est mis en colère. Pas coupable. Pas effrayé. En colère. Pourquoi fouilles-tu le compte comme ça? C'est notre compte. Tu cherches des raisons de ne pas me faire confiance. J'ai trouvé des raisons. Il a dit que je faisais des liens qui n'existaient pas.
Il a dit que le problème de paix n'avait rien à voir avec son ami. Il a dit que la demande à la gestionnaire immobilière n'était que préliminaire. Il a dit que son ultimatum avait été stupide. Mais que j'étais aussi injuste en traitant son meilleur ami comme un fardeau. Je continuais à poser la même question. Pourquoi ton salaire n'est-il pas arrivé? Et il continuait à répondre à tout sauf à ça. Finalement, il a dit qu'il était fatigué et il est allé prendre une douche. Je l'ai laissé faire. Je suis resté assise à la table, fixant la porte fermée de la salle de bain, et j'ai ressenti le plus étrange mélange de fureur et de honte. Une partie de moi s'inquiétait encore d'être devenue le genre d'épouse qui surveille l'argent et remet en question chaque mouvement. Une autre partie de moi voulait attraper sa sacoche d'ordinateur portable et la vider juste pour voir s'il y avait même un ordinateur de travail à l'intérieur. Le lendemain matin, il est reparti. À ce moment-là, j'avais cessé de croire qu'il allait travailler. L'ami est apparu à notre porte 4 jours plus tard avec 3 boîtes, un sac de sport et la stupide tasse de voyage coincée sous un bras. C'était en début d'après-midi le samedi. Mon mari était sorti moins d'1 heure avant, disant qu'il devait faire des courses. J'étais au bureau en train de rattraper le travail que j'avais négligé toute la semaine quand quelqu'un a frappé. J'ai ouvert la porte et je l'ai juste regardé fixement. L'ami a souri comme si c'était gênant, mais réglé. « Salut. » Il a dit que je pouvais commencer à apporter quelques petites choses. J'ai regardé les boîtes. L'une était étiquetée livre. Une autre avait des articles de cuisine qui dépassaient du haut. Ce n'était pas une visite décontractée. Non, j'ai dit. Son sourire a disparu. Non, tu ne vas pas emménager. Il a déplacé la boîte dans ses bras. Il a dit que tu étais d'accord. Je ne l'étais pas. Il a dit que la paperasse était pratiquement terminée. La paperasse qu'il a soumise sans me le dire. Je l'ai annulée. Maintenant, il avait l'air vraiment confus. Il a posé la boîte dans le couloir. Attends. Il m'a dit que tu étais d'accord avec ça. J'ai demandé du temps pour réfléchir. Puis il a menacé de divorcer si je disais non. Le visage de l'ami a complètement changé. Il a quoi? J'ai failli ne pas croire à la surprise. Pendant une vilaine seconde, j'ai pensé qu'ils avaient tous les deux planifié ça et qu'ils jouaient la comédie. J'ai croisé les bras et j'ai dit, tu savais que son chèque de paie avait cessé d'arriver sur notre compte, n'est-ce pas? Il est devenu complètement immobile. C'était la réponse. Tu savais, ai-je dit. Il a regardé vers le parking, puis de nouveau vers moi. Je savais qu'il avait perdu son emploi. Je pensais que tu le savais aussi. Le couloir a semblé basculer. J'ai mis une main sur le cadre de la porte. Il a perdu son emploi il y a environ 1 mois, peut-être un peu plus. Il a dit que vous vous en occupiez tous les deux. J'ai ri une fois, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. Il m'a dit que la paie avait un retard administratif. L'ami a juré à voix basse. Il avait l'air malade maintenant, pas sur la défensive. Il a dit que mon mari lui avait dit que nous avions déjà convenu qu'il pouvait utiliser le bureau pendant un certain temps. En échange, il paierait un montant fixe chaque mois pour le loyer et les services publics. Il pensait nous aider tous les deux tout en économisant de l'argent avant de trouver un autre endroit. Combien? Ai-je demandé. Il me l'a dit. C'était assez pour couvrir la majeure partie de ce que mon mari contribuait normalement au loyer et aux services publics. Bien sûr que ça l'était. L'ami n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé, qu'il ne serait jamais venu avec des boîtes s'il avait su que j'avais dit non. Je le croyais plus que je ne le voulais. Il avait l'air embarrassé et il n'essayait plus d'entrer. Il reculait en fait. Puis mon mari est arrivé au coin de la rue, portant 2 sacs de courses. Il s'est arrêté quand il nous a vus. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. L'ami a dit, « Tu m'as dit qu'elle était d'accord. » Mon mari m'a regardé, pas lui. Nous en discutions encore. Non, j'ai dit. Tu lui as dit que j'étais d'accord. J'ai dit que nous réglions les détails. Tu m'as dit que la paperasse était pratiquement terminée. L'ami a dit que mon mari a posé les sacs par terre et a baissé la voix. Pouvons-nous ne pas faire ça dans le couloir? J'ai failli crier. Tu as amené un homme ici avec des boîtes de déménagement, mais maintenant tu t'inquiètes de l'intimité. La porte d'un voisin s'est ouverte au bout du couloir, puis s'est refermée doucement.
Je m'en fichais. Mon mari a essayé de prendre une des boîtes, mais son ami l'a retirée. Lui as-tu dit que tu t'étais fait virer? Le visage de mon mari est devenu pâle. Voilà. Plus de retard de paie, plus de problèmes administratifs, plus de jeux d'acteurs prudents. Il a dit à son ami d'entrer pour qu'il puisse t'expliquer. J'ai dit que l'ami n'entrerait avec rien. L'ami a dit qu'il ne voulait pas entrer du tout. Puis ils ont commencé à se disputer et c'est là que j'ai compris la partie la plus laide. Mon mari avait menti dans les deux sens. Il m'a dit que son ami avait besoin d'aide. Il a dit à son ami que nous avions besoin d'aide et que nous avions accepté l'arrangement. Il s'est servi de chacun de nous pour rendre l'autre plus facile à presser. Il voulait que son ami arrive avec des boîtes avant que je puisse l'arrêter, parce qu'une fois les boîtes franchies, refuser aurait semblé cruel. Son ami a ramassé la boîte qu'il avait posée. Je pars, a-t-il dit. Mon mari s'est mis devant lui. N'aggrave pas les choses. L'ami l'a regardé fixement. Je ne suis pas celui qui a créé ça. Il a ramené les boîtes vers les escaliers. Mon mari l'a regardé partir, puis s'est tourné vers moi avec ce regard épuisé et plein de ressentiment, comme si nous deux avions ruiné un plan parfaitement raisonnable. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. Dis-moi tout, ai-je dit. Tout de suite. Il a fermé la porte derrière lui, et pour la première fois depuis que notre mariage a commencé à s'effondrer, il n'avait plus nulle part où se cacher. Il s'est assis à la table où, moins de 2 semaines plus tôt, il avait menacé de mettre fin à notre mariage si je ne cédais pas mon bureau. Les sacs de course sont restés près de la porte. L'un d'eux s'est renversé et un bocal a roulé sur le sol. Aucun de nous ne l'a ramassé. Il m'a dit qu'il avait été licencié un peu plus d'1 mois plus tôt. De la façon dont il l'a expliqué, la perte d'emploi n'était pas venue de nulle part. Il avait été en retard à plusieurs reprises. Sa performance avait baissé. Il avait manqué des échéances et avait déjà reçu des avertissements. Il a dit que son manager cherchait une raison, ce qui était sa manière habituelle de décrire les conséquences qu'il n'aimait pas. Mais même lui ne pouvait pas faire en sorte que cela ressemble à une surprise. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» ai-je demandé. Il a continué à regarder la table. J'étais gêné. « Alors tu as fait semblant d'aller au travail tous les jours ?» Je postulais à des emplois. Où? Dans des cafés, parfois dans son appartement. Avec la sacoche d'ordinateur portable. Il a rétorqué sèchement que le sac contenait son ordinateur portable personnel. Comme si ce détail restaurait en quelque sorte sa dignité. Il a dit qu'il pensait pouvoir trouver quelque chose rapidement et remplacer le revenu manquant avant que je ne le remarque. Quand 2 semaines sont passées sans offre, il a paniqué. Son ami avait déjà mentionné l'augmentation de loyer, alors mon mari a vu une solution. Son ami pourrait emménager, contribuer au ménage et lui donner plus de temps pour trouver du travail. Ta solution était mon bureau. J'ai dit que c'était la seule pièce supplémentaire. Ce n'était pas supplémentaire. Nous aurions pu nous adapter. Tu veux dire que j'aurais pu m'adapter? Il a dit que je me concentrais sur la mauvaise chose. Il avait perdu son emploi. Il avait peur. Et au lieu de le soutenir, je l'attaquais sur l'endroit où un bureau irait. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de pleurer. Jusque-là, j'avais lutté contre les larmes si fort que ma mâchoire me faisait mal. Mais l'entendre transformer mon bureau en un détail mesquin et ses mensonges en un symptôme de peur m'a rendu complètement froide. Tu m'as menacé de divorce, ai-je dit. J'étais désespéré. Tu as rempli des papiers dans mon dos. J'essayais de résoudre le problème. Tu as dit à ton ami que j'étais d'accord. Je pensais qu'une fois que tu comprendrais la situation, tu le serais. Mais tu ne m'as jamais expliqué la situation. Il a repoussé la table et a commencé à faire les 100 pas. Il a dit qu'il savait comment je réagissais au stress financier. Il m'a rappelé que j'avais grandi dans une maison où l'argent était toujours un problème et les disputes sur les factures étaient constantes. Il a dit qu'il ne voulait pas que je panique. Cette partie m'a blessé parce que ce n'était pas entièrement inventé. Je panique à propos de l'argent. Je vérifie les dates d'échéance trop souvent. Je garde une épargne d'urgence parce que la version de mon enfance d'une urgence était la coupure de courant. Il savait ça de moi. Mais au lieu de me faire confiance avec la vérité, il a utilisé ma peur comme une permission pour me tromper. Tu ne m'as pas protégé du stress. J'ai dit,
tu m'as laissé continuer à payer les factures pendant que tu construisais un faux plan autour de moi. Il m'a dit qu'il rembourserait tout quand il trouverait du travail. J'ai demandé s'il comprenait que ce n'était pas seulement une question d'argent. Il a dit, de quoi d'autre cela pourrait-il bien s'agir? J'ai failli jeter le verre d'eau contre le mur. Je ne l'ai pas fait, mais j'en avais envie. À la place, j'ai dit, dors sur le canapé. Il a ri avec incrédulité. C'est aussi ma maison. Et tu étais prêt à mettre fin à notre mariage pour elle. Il m'a regardé fixement pendant un long moment. Puis il a pris une couverture dans le placard et a dormi dans le salon. J'ai à peine dormi. Vers 3 heures du matin, j'ai ouvert notre historique de messages et j'ai cherché des mots comme travail, réunion, patron et circulation. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais compter les mensonges. Il y en avait des dizaines. De petits mensonges ordinaires étaient en quelque sorte pires qu'un grand aveu. Il m'avait envoyé un message à propos d'une réunion difficile un jour où il avait apparemment passé la journée dans un café. Il s'était plaint d'un collègue. Il avait dit qu'il serait peut-être en retard à cause d'une échéance. Je suis resté assise au lit à les lire jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Puis je lui ai envoyé un message même s'il était dans la pièce à côté. Combien de fois allais-tu mentir avant de me le dire? Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, je l'ai trouvé assis sur le canapé avec son téléphone à la main. Il avait l'air terrible, et pendant une faible seconde, j'ai eu envie de m'asseoir à côté de lui. 10 ans ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un vous trahit. Votre corps le reconnaît toujours comme votre foyer. Même lorsque votre cerveau crie que la maison est en feu. Il s'est excusé. Au début, cela semblait sincère. Il a dit qu'il avait tout empiré. Il a dit qu'il aurait dû me le dire immédiatement. Il a dit que la menace de divorce était cruelle. J'ai commencé à pleurer et il a pris ma main. Puis il a ajouté, mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi je l'ai fait. Voilà. Les excuses venaient avec des devoirs pour moi. Au cours des jours suivants, il a oscillé entre le remords et l'irritation. Il a promis de postuler à plus d'emplois. Il m'a montré une liste de candidatures. Il a proposé de prendre un travail temporaire. Puis parfois, dans la même conversation, il disait que je le punissais trop durement et que j'agissais comme s'il m'avait trompé. Je lui ai dit que la trahison ne devenait pas inoffensive simplement parce que personne ne s'était déshabillé. Il n'a pas aimé ça. Il a également continué à essayer de sauver le plan initial. Il a dit que peut-être son ami pourrait dormir dans le salon au lieu d'utiliser le bureau. Il pourrait mettre un paravent. Ce ne serait que pour quelques semaines. L'ami n'avait accepté rien de tout cela. Mais mon mari parlait comme si le déplacer dans l'appartement résolvait le problème. Tu essaies toujours de le faire emménager? J'ai dit, j'essaie de nous maintenir à flot. Nous pouvons payer le loyer pour l'instant avec ton revenu et nos économies. Alors, tu es à l'aise de puiser dans nos économies parce que tu es en colère? J'ai dit quelque chose de laid. Puis je lui ai dit que nos économies disparaissaient parce qu'il s'était fait virer pour s'être comporté comme un adolescent et qu'il avait ensuite passé des semaines à jouer la comédie tous les matins au lieu de le dire à sa femme. À la seconde où c'est sorti, je l'ai regretté. Son visage a changé. Il a dit très doucement, c'est ce que tu penses vraiment de moi. Je voulais le reprendre, mais j'étais aussi furieuse qu'il ait finalement trouvé une phrase où il pouvait être le blessé. Je pense que tu as fait des choix enfantins, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Il a fait un petit sac et est parti pour l'appartement de son ami. Je ne l'ai pas arrêté. Son ami l'a laissé rester, ce qui m'a surprise après le désastre du couloir. Plus tard, j'ai compris que c'était de la loyauté avec des limites. Ils se connaissaient depuis des années, et l'ami n'était pas prêt à le jeter à la rue. Mais il n'a pas non plus accepté d'emménager chez nous, et il a cessé de répondre aux tentatives de mon mari de raviver l'arrangement. L'appartement semblait anormalement calme après son départ. Je pensais que je me sentirais soulagé. Au lieu de cela, j'ai erré de pièce en pièce, vérifiant des choses qui n'avaient pas besoin d'être vérifiées. J'ai ouvert le réfrigérateur, je l'ai refermé, je l'ai rouvert. Je me suis assise sur le bord de notre lit et j'ai regardé son côté. Puis, je me suis mise en colère contre moi-même parce qu'il me manquait et je suis retourné travailler. Cette semaine-là, j'ai fait une erreur dans un rapport. Ce n'était pas catastrophique.
J'ai entré un chiffre dans la mauvaise ligne et un autre analyste l'a remarqué avant que quoi que ce soit ne sorte, mais ma superviseure m'a demandé de rester en ligne après l'appel et a dit que ma concentration semblait faible. Elle a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai menti et j'ai dit que je ne dormais pas bien. Ce n'était pas exactement faux, mais ce n'était pas non plus la vérité. Elle m'a dit de prendre l'après-midi si j'en avais besoin. Je l'ai remerciée, j'ai mis fin à l'appel et j'ai éclaté en sanglots à mon bureau. Le plan de mon mari était centré sur l'idée que mon bureau n'était qu'une pièce que je pouvais abandonner. Pendant ce temps, le stress qu'il avait créé me suivait déjà dans le travail qui payait notre loyer. J'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui a presque empiré les choses. Quand j'ai fini, elle a dit, « Il n'a pas pris une décision effrayée. Il a construit un système. » Cette phrase est restée avec moi. Et quand j'ai listé tout ce qu'il avait fait, elle avait raison. Le faux trajet, les fausses histoires de travail, la perte d'emploi cachée, l'accord avec son ami, la demande de bail, l'ultimatum. Rien de tout cela n'était une erreur de panique. Chaque mensonge soutenait le suivant. 2 jours plus tard, j'ai contacté un avocat spécialisé en divorce. L'avocate était calme et pratique. Je lui ai dit que nous étions locataires, n'avions pas d'enfants, ne possédions aucun bien immobilier et n'avions pas d'actifs partagés importants au-delà des meubles, des économies et de 2 voitures plus anciennes. J'ai expliqué la perte d'emploi, le plan caché, la tentative de changer le bail et l'ultimatum. Elle ne m'a pas dit quelle signification émotionnelle attribuer à tout cela. J'ai apprécié cela. Elle m'a dit ce qu'il fallait préserver, les messages, les relevés de compte, la communication du gestionnaire immobilier, tout ce qui montrait le changement de bail proposé. Elle m'a conseillé de ne pas changer les serrures parce que mon mari était toujours un locataire légal. Elle a dit que je pouvais ouvrir un compte individuel et rediriger les futurs chèques de paie, mais que je devais garder suffisamment sur le compte joint pour les obligations partagées jusqu'à ce que nous ayons un arrangement formel. J'ai quitté la consultation en me sentant à la fois plus stable et malade. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte. Le lendemain matin, j'ai changé mon dépôt direct. J'ai gardé assez d'argent sur le compte joint pour le loyer, les services publics et les autres factures que nous nous étions déjà engagés à payer. J'ai fait une liste de tout. J'ai sauvegardé des copies des relevés. J'avais l'impression de démanteler mon mariage par des tâches de bureau, un mot de passe et un paiement automatique à la fois. Mon mari envoyait régulièrement des SMS depuis l'appartement de son ami. Au début, les messages étaient des excuses. Il disait que je lui manquais. Il disait qu'il postulait partout. Il disait qu'il comprenait pourquoi j'avais besoin d'espace. Puis il a remarqué que mon salaire n'était pas entré sur le compte joint. « As-tu déplacé ton chèque de paie ? » « Oui. » « Pourquoi ? » « Parce que je dois séparer mes finances. C'est une décision énorme à prendre sans m'en parler. » J'ai fixé ce message si longtemps que j'ai commencé à rire. J'ai répondu, « Tu as soumis une demande de bail sans m'en parler. » Il a dit que ces choses n'étaient pas comparables. Je n'ai pas répondu. Quand nous avons parlé des factures, j'ai demandé s'il avait eu des entretiens. Il disait qu'il attendait une réponse ou qu'un recruteur avait consulté sa candidature. Une fois, il m'a accusé de demander sur un ton de jugement. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de ton sûr pour demander pourquoi mon mari au chômage me mentait encore. Cette nuit-là, il a envoyé un message vocal qui a duré plusieurs minutes. Il a dit que je l'avais abandonné au pire moment de sa vie. Il a dit que les mariages étaient censés survivre à une perte d'emploi. Il a dit que j'avais décidé qu'il ne valait rien parce qu'il ne pouvait plus contribuer la même somme d'argent. Il a à peine mentionné la menace, le bail ou les mensonges. J'ai écouté 2 fois, espérant avoir manqué la partie où il prenait ses responsabilités. Ce n'était pas le cas. J'ai transféré le message à mon amie, puis je me suis immédiatement senti coupable parce que c'était privé. Elle a appelé et m'a demandé si je voulais l'honnêteté ou le réconfort. L'honnêteté. Il pense toujours que la perte d'emploi est le crime et que ta réaction est la punition. Elle a dit qu'il ne comprend pas que le mensonge est le problème. Je savais qu'elle avait raison. J'ai dit à l'avocate de déposer la demande. La requête a été déposée au cours de la 3e semaine après le dîner du dimanche. Mon mari ne le savait pas encore. Je me suis promené pendant des jours avec cette connaissance en moi, ayant l'impression d'avoir franchi une ligne, même si rien dans l'appartement ne semblait différent.
Ses chaussures étaient toujours près du placard de la chambre. Son café était toujours dans le placard. Notre photo de mariage était toujours sur l'étagère. J'ai failli l'appeler 2 fois pour arrêter la procédure. La première fois, j'ai trouvé une de ses vieilles chemises dans le linge et j'ai pleuré dedans comme une femme dans un mauvais film. La deuxième fois, il m'a envoyé une photo d'une confirmation de candidature avec le message « Tu vois, j'essaie ». Pendant quelques minutes, j'ai imaginé le laisser rentrer à la maison. Nous pourrions essayer une thérapie de couple. Nous pourrions séparer les finances, mais rester mariés. Il pourrait dormir sur le canapé jusqu'à ce que je lui fasse à nouveau confiance. Peut-être que l'ultimatum était une phrase affreuse, pas la vérité sur la façon dont il me voyait. Puis je me suis souvenu que la gestionnaire immobilière m'avait dit que la demande avait été soumise avant même qu'il ne le demande. La conversation n'avait jamais été réelle. C'était la partie que je ne pouvais pas contourner. Il a été signifié à l'appartement de son ami la 4e semaine. Il m'a appelé immédiatement. J'ai répondu parce qu'on m'avait dit qu'il pourrait y avoir des questions pratiques. Mais à la seconde où j'ai entendu sa voix, j'ai su qu'il n'y aurait rien de pratique à ce sujet. « Tu as demandé le divorce ?» ?»« Oui. » Sans me le dire. L'hypocrisie était si complète que je n'ai pas eu de réponse au début. Il a continué. Il a dit que je l'avais humilié devant son ami. Il a dit que j'avais transformé un problème financier temporaire en une attaque juridique. Puis il a posé la question qu'il répéterait à d'autres personnes pendant des mois. « Tu mets vraiment fin à 10 ans pour une chambre. » Je me suis pressé les doigts contre le front. Il ne s'agissait jamais de la chambre. C'est tout ce dont tu parles. Non, je ne cesse de parler du fait que tu as promis mon espace de travail à quelqu'un d'autre. Tu as essayé de l'ajouter à notre bail sans mon consentement, tu as caché ton licenciement, tu as menti tous les jours, et tu as menacé de divorcer pour me forcer à accepter. Il a dit que l'ultimatum avait été dit sous le coup de l'émotion. Je lui ai rappelé qu'il avait quitté la pièce pendant près d'1 heure avant de revenir pour le dire. Il est devenu silencieux. « Tu y as réfléchi ?» ai-je dit. Tu es revenu calme. Une autre longue pause. Puis il a dit, je pensais que si je le rendais sérieux, tu arrêterais de dire non. J'ai fermé les yeux. Il a dû réaliser comment ça sonnait parce qu'il a immédiatement commencé à expliquer. Il a dit qu'il savait que j'avais peur du divorce parce que la séparation de mes parents avait été moche. Il a dit qu'il pensait que je comprendrais à quel point il était désespéré. Il a dit qu'il n'avait jamais vraiment voulu me quitter. Tu voulais que j'aie assez peur pour t'obéir. J'ai dit que ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu viens de dire. Il a commencé à pleurer. C'était la partie la plus difficile de tout l'appel. Pas la colère, pas l'accusation. L'entendre pleurer a fait ressurgir d'un seul coup toutes les bonnes années de notre relation. Les voyages en voiture, le premier appartement bon marché, la nuit où il est resté éveillé avec moi quand ma mère était à l'hôpital. La façon dont il réchauffait toujours mon côté du lit en hiver. Les gens veulent que la trahison efface l'amour parce que cela rend la rupture plus nette, mais ce n'est pas le cas. Je l'aimais toujours en l'écoutant admettre qu'il avait utilisé ma plus grande peur pour me contrôler. Il m'a demandé de retirer la demande. J'ai dit non. Il m'a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. J'ai failli rire, puis j'ai réalisé qu'il était sérieux. Il n'y a personne d'autre. Alors tu peux juste nous jeter. Tu nous as déjà mis sur la table comme une menace. Il a dit que c'était injuste. Je lui ai dit que les futures communications devaient passer par les avocats, sauf si elles concernaient les factures ou l'appartement. Avant de raccrocher, il a dit, « Tu vas regretter de faire ça alors que tu es en colère. » J'ai dit, « Je le fais parce que je ne suis enfin plus confuse. » Ma main a tremblé pendant 20 minutes après l'appel, mais je n'ai pas rappelé. Quelques jours plus tard, les avocats ont fixé une heure pour que mon mari récupère la plupart de ses affaires. Il est venu un après-midi de semaine pendant que je travaillais. J'avais envisagé de demander à mon ami d'être là, mais je ne voulais pas de public à moins d'en avoir besoin. Il n'avait jamais été physiquement menaçant, et notre communication était devenue froide plutôt qu'explosive. Pourtant, j'ai envoyé un SMS à mon ami quand il est arrivé et je lui ai dit que je la recontacterais quand il partirait. Il a utilisé sa clé. Le son de celle-ci dans la serrure a tendu tout mon corps. Je suis resté dans le bureau pendant qu'il se déplaçait dans la chambre et le couloir.
Chaque tiroir semblait plus bruyant qu'il n'aurait dû. Les cintres raclaient contre la tringle du placard. Le ruban adhésif se déchirait sur le carton. À un moment donné, il a laissé tomber quelque chose et a juré, et j'ai failli me lever avant de me rappeler qu'il était capable de ramasser ses propres affaires. Environ 1 heure plus tard, il est apparu dans l'embrasure de ma porte. Il a regardé le bureau comme s'il ne l'avait jamais vraiment vu auparavant. Mes moniteurs de travail étaient allumés. Des rapports couvraient un écran, et un calendrier de réunion remplissait l'autre. Derrière moi se trouvaient des boîtes de classement, des livres de référence et la petite imprimante que j'utilisais constamment. « C'est ce qui nous a séparés », a-t-il dit. J'ai tourné ma chaise vers lui. Non. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte. Tu as pu garder l'appartement. Tu as pu garder ton bureau. J'ai perdu mon travail, ma maison et ma femme. Tu ne les as pas tous perdus dans un seul accident. Il a tressailli. Cela sonnait plus durement que je ne l'avais prévu, mais j'étais fatigué qu'on m'attribue le rôle de la personne qui lui avait fait ça. Il a dit qu'il n'avait jamais imaginé que cacher la perte de son emploi pourrait lui coûter son mariage. Je lui ai dit que ce n'était pas un seul mensonge. C'était tout ce qu'il avait fait pour le maintenir. Il a hoché la tête comme s'il m'avait entendu, mais je ne savais pas s'il comprenait. Avant de partir, il a placé sa clé sur le comptoir de la cuisine. Techniquement, il était toujours sur le bail, donc le retour de la clé était volontaire, pas une remise formelle. L'avocate me l'avait déjà dit. Je n'ai rien dit à ce sujet. Il a porté la dernière boîte dans le couloir, puis est revenu pour une plus petite. Quand il est finalement parti, il ne m'a pas regardé. J'ai verrouillé la porte et j'ai envoyé un SMS à mon ami. Il est parti. Puis je suis entré dans la chambre. Son côté du placard était presque vide. 2 cintres nus se balançaient légèrement parce qu'il avait retiré les vêtements trop vite. Il avait laissé une boîte de photos de mariage par terre. Je me suis assise à côté et j'ai ouvert le couvercle, ce qui était une terrible décision. La première photo nous montrait en train de rire devant le palais de justice après avoir signé notre acte de mariage. Mes cheveux volaient sur mon visage et il essayait de les écarter. J'ai refermé la boîte. Je ne l'ai pas jetée. Je n'étais pas prête. Je l'ai poussée au fond du placard et j'ai pleuré sur le sol pendant un moment. Puis je me suis lavé le visage et je suis retourné travailler parce que la vie est impolie comme ça. Votre mariage peut se terminer à 14 heures. Et quelqu'un a encore besoin des prévisions corrigées avant 17 heures. Au cours de la 5e semaine, j'ai commencé à entendre la version de l'histoire que mon mari racontait à d'autres personnes. Une femme que nous connaissions tous les deux m'a envoyé un message prudent. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer. Mais mon mari avait dit à un groupe d'amis que j'avais demandé le divorce parce que je refusais de laisser son meilleur ami rester dans notre chambre d'amis pour une courte période. Chambre d'amis. J'ai tapé une réponse expliquant tout, je l'ai supprimée, j'en ai tapé une autre, puis j'ai arrêté. Je ne voulais pas passer l'année suivante à mener un procès public par le biais d'amis communs. Je lui ai dit qu'il y avait plus à la situation, mais que je ne discutais pas des détails juridiques. Elle a répondu avec un cœur, ce qui était gentil, mais pas particulièrement utile. Ce soir-là, j'ai reçu un message de son ami. Il a posé une question directe. Avais-je, à un moment donné, dit à mon mari qu'il pouvait emménager? J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi était contrariée qu'on me le demande. Il avait assisté à la confrontation à ma porte. Il m'avait entendu dire que je n'avais jamais été d'accord. Pourquoi avait-il besoin d'une autre confirmation? Puis j'ai réalisé que mon mari lui racontait probablement toujours la même histoire. J'ai répondu non. J'ai demandé du temps pour réfléchir. Je n'ai jamais dit oui, et j'ai annulé la demande de bail dès que la gestionnaire immobilière a appelé. Il a répondu presque immédiatement. Il a dit que mon mari continuait à insister sur le fait que j'avais accepté verbalement et que j'avais changé d'avis plus tard parce que j'étais en colère à propos de la perte d'emploi. L'ami voulait la réponse par écrit parce qu'il ne savait plus quoi croire. Cela m'a attristé d'une manière que je n'avais pas prévue. Leur amitié avait duré plus longtemps que mon mariage. Mon mari avait aussi utilisé cette confiance. J'ai envoyé un dernier message. Quand tu es venu avec les boîtes, c'était la première fois que je savais qu'il t'avait dit que j'étais d'accord. L'ami a dit qu'il était désolé. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas grave parce que ça l'était.
Il aurait dû confirmer avec les deux personnes avant d'essayer d'emménager dans la maison d'un couple marié. Il avait été négligent, même s'il avait aussi été trompé. Je lui ai dit que je croyais qu'il n'avait pas su, mais que j'avais besoin de distance par rapport à toute la situation. Il a respecté cela pendant plusieurs jours. Puis, vers la fin de la 6e semaine, il a écrit à nouveau. Ce message était plus long. Il a dit qu'il avait confronté mon mari avec ma réponse écrite. Mon mari a d'abord prétendu qu'il y avait eu un malentendu, puis nous a accusés tous les deux de nous retourner contre lui alors qu'il était au chômage. Ils se sont disputés. L'ami lui a dit qu'il devait trouver un autre endroit où rester parce que le bail se terminait et qu'il ne le renouvelait pas. Il a dit qu'il avait enfin compris que mon mari avait utilisé le déménagement pour couvrir le revenu manquant et créer une situation que je me sentirais trop coupable de refuser. Il a admis qu'il n'aurait jamais dû se présenter à ma porte avec des boîtes en se basant uniquement sur la parole d'une seule personne. J'ai lu le message 2 fois. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je le détestais, mais parce que je ne voulais pas devenir la personne à qui il rapportait chaque fois que mon mari faisait un autre mauvais choix. Leur amitié était à eux de la réparer ou de la terminer. J'avais passé assez de temps à l'intérieur de ce triangle. L'échéance de logement de 6 semaines de mon mari, celle qu'il avait essayé de résoudre avec mon bureau, est arrivée exactement comme prévu. Son ami a déménagé de l'ancien appartement. Mon mari a dû partir aussi. Pendant un certain temps, je ne savais pas où il était allé. Les formalités de divorce avançaient lentement, mais sans conflit majeur. Nous n'avions pas d'enfants, pas de maison, et pas d'entreprise à diviser. Le plus gros problème était l'appartement. Nos deux noms étaient toujours sur le bail et je voulais rester. Déménager signifierait des cautions, des frais de dossier, du temps loin du travail, et renoncer au seul espace qui semblait encore stable. Mais la gestionnaire immobilière devait confirmer que mon seul revenu répondait aux exigences. Pendant plusieurs jours, j'ai eu terriblement peur que ce ne soit pas le cas. J'avais des économies, un emploi stable et un bon historique de paiement, mais le loyer avait été approuvé sur la base de 2 revenus. J'ai rassemblé des fiches de paie, des relevés bancaires et une attestation d'emploi. Je vérifiais mes emails de manière obsessionnelle, chaque heure sans réponse semblait être la preuve que j'avais été stupide de supposer que je pouvais garder l'endroit. Cette peur a ravivé la pire partie de l'argument de mon mari. Et si j'avais vraiment détruit ma propre stabilité? Et si refuser son plan signifiait perdre l'appartement de toute façon? Et si je finissais par payer plus cher pour un logement plus petit pendant qu'il disait à tout le monde que j'avais choisi un bureau plutôt qu'un mariage? Mon ami est venu un dimanche avec des plats à emporter et m'a trouvé assise à la table avec une calculatrice. « Tu as fait le calcul 6 fois, a-t-elle dit. 7. Ce n'est pas mieux. La gestionnaire immobilière m'a approuvé. J'ai lu l'email debout dans la cuisine et j'ai commencé à pleurer si fort que j'ai dû m'asseoir. Ce n'était pas exactement du bonheur. C'était du soulagement mêlé d'épuisement. J'ai transféré l'approbation à mon avocate et j'ai ensuite regardé autour de l'appartement. Le bureau était toujours à moi. La chambre était principalement à moi. Le loyer était définitivement à moi, ce qui était moins romantique. Mon mari a accepté de signer la décharge, retirant son nom du bail une fois que la gestionnaire immobilière a confirmé le transfert. Sa nouvelle adresse sur les documents de divorce était la maison de ses parents. J'ai appris cela par les papiers, pas par lui. Ses parents vivaient à plusieurs heures de route. Ils avaient toujours été gentils avec moi, et les perdre était une autre partie du divorce à laquelle je ne m'étais pas préparé. Sa mère a appelé une fois après qu'il a emménagé chez eux. Elle a dit qu'elle n'appelait pas pour me faire pression, puis a passé 20 minutes à expliquer à quel point il était honteux et déprimé. J'ai écouté parce que je tenais à elle. Quand elle a dit « Les gens font des erreurs quand ils ont peur », j'ai répondu « Oui, c'est vrai ». Elle a attendu que j'ajoute quelque chose de plus doux. Je ne l'ai pas fait. Elle m'a demandé si je considérerais une thérapie de couple avant de finaliser quoi que ce soit. Je lui ai dit que la procédure était déjà en cours et que je ne changeais pas ma décision. Sa voix est devenue froide après cela. Elle a dit qu'elle espérait que je n'aurais jamais besoin du genre de grâce que je refusais d'accorder. Cette phrase m'a blessé pendant des jours. Je voulais la rappeler et lui expliquer chaque détail. Je voulais qu'elle comprenne que j'avais aimé son fils, que j'avais envisagé de rester, que je ne partais pas parce qu'il était au chômage. J'ai écrit un long message et je ne l'ai jamais envoyé. Essayer de gagner l'approbation de sa famille m'aurait maintenu lié au même argument pour toujours.
L'accord final était douloureusement ordinaire. Nous avons partagé les économies. Chacun a gardé une voiture. J'ai gardé la plupart des meubles de l'appartement et je lui ai versé une somme modeste pour équilibrer la différence. Il n'y a pas eu de scène de tribunal dramatique. Aucun juge n'a prononcé de discours. Personne n'a halté lorsque des preuves ont été révélées. Nous avons signé des documents dans des bureaux séparés. Avant de signer, je me suis assise avec le stylo à la main et j'ai pleuré silencieusement. Mon avocate m'a donné des mouchoirs et a détourné le regard, ce que j'ai apprécié. Je ne doutais pas de la décision. Je la pleurais. Ce ne sont pas les mêmes choses. Le divorce est devenu définitif des mois après la nuit de l'ultimatum. À ce moment-là, l'appartement avait l'air différent. J'avais déplacé la table plus près de la fenêtre. J'ai donné des décorations que nous avions choisies ensemble parce que les voir me mettaient en colère sans raison sensée. J'ai remplacé la housse de canapé tachée au lieu du canapé parce que mon budget ne soutenait pas les achats de meubles émotionnels. J'ai aussi recommencé à organiser des dîners le dimanche. Le premier était juste moi et ma meilleure amie. J'ai préparé trop de nourriture parce que j'étais habitué aux invités inattendus. Au milieu du dîner, elle a regardé la chaise vide et a dit « Devrions-nous y mettre une tasse de voyage en souvenir ?» J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer. C'était la première fois que toute la situation me semblait être quelque chose qui m'était arrivé au lieu de quelque chose qui se passait encore. J'ai eu des nouvelles occasionnelles par des connaissances communes. Mon ex-mari vivait toujours chez ses parents. Il avait trouvé un travail temporaire, l'avait perdu, et postulait à nouveau. Je n'ai jamais demandé si lui et son ancien meilleur ami s'étaient réconciliés. D'après le peu que j'ai entendu, ils n'étaient plus proches, mais je ne savais pas si c'était permanent. Je n'ai rien célébré de tout cela. Il y avait des nuits où il me manquait tellement que je devais me rappeler pourquoi le lit était vide. Il y avait des moments où je me demandais si j'avais été trop définitive, trop en colère, trop peu disposée à laisser une personne terrifiée réparer ce qu'elle avait brisé. Puis je me souvenais de la manière calme dont il avait dit le mot divorce, non pas comme une peur, non pas comme une possibilité, mais comme un outil. Des mois après que tout a été finalisé, il a envoyé un dernier message. Il a dit qu'il était toujours chez ses parents, qu'il cherchait toujours quelque chose de stable, et qu'il essayait de comprendre comment sa vie avait changé si vite. Il a dit qu'il savait qu'il avait mal géré la perte de son emploi, mais qu'il ne pouvait toujours pas croire que je l'avais complètement exclu. Puis il a demandé si j'avais vraiment l'intention de ne plus jamais lui parler. Je l'ai lu à mon bureau, dans le bureau qu'il avait promis à quelqu'un d'autre. Pendant quelques minutes, j'ai tapé et supprimé différentes réponses. J'aurais pu lui dire que je ne le détestais pas. J'aurais pu dire que j'espérais qu'il trouverait du travail. J'aurais pu expliquer une fois de plus que le mariage avait pris fin parce qu'il avait choisi le contrôle plutôt que l'honnêteté. J'aurais pu lui demander s'il avait enfin compris, mais chaque réponse possible semblait rouvrir une conversation où j'avais déjà tout dit. Alors, j'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis retourné travailler. Ce dimanche-là, j'ai préparé le dîner, j'ai ouvert la fenêtre parce que l'appartement était chaud, et je me suis assise seule à la table. C'était calme, mais pas le genre de calme tendu qui avait rempli l'endroit après l'ultimatum, juste un calme normal. Le lave-vaisselle bourdonnait. Une alarme de voiture s'est déclenchée quelque part à l'extérieur. La porte de mon bureau était ouverte au bout du couloir. J'ai pensé à ce qui se serait passé si j'avais paniqué et dit oui ce soir-là. Son ami aurait emménagé dans mon espace de travail. J'aurais travaillé depuis la cuisine ou la chambre tout en payant la plupart des factures. Mon mari aurait continué à prétendre que le problème était temporaire. Peut-être qu'il aurait trouvé un travail rapidement. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'aurais appris que menacer de me quitter était un moyen efficace d'obtenir ce qu'il voulait. C'était l'avenir que j'avais refusé. J'ai fini de dîner, j'ai mis l'assiette dans le lave-vaisselle et j'ai laissé son message sans réponse.